Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Shekeb Hosseini. Je vous présente cette vidéo pour parler de la mentalité russe et ce que cela implique quand on négocie avec eux. Et je souhaite aussi vous fournir quelques clés pour mieux négocier avec eux. Vous l'avez déjà certainement noté vous-même, il y a un certain nombre de mentalités, même si on prend l'Europe, qui sont différentes les unes des autres. Euh, il y a la façon de voir méditerranéenne, la façon de vivre méditerranéenne qui diffère de celle du nord de l'Europe. Aussi pour des raisons évidentes eh bien, de géographie, de climat et d'un certain nombre d'autres facteurs. Nous verrons à travers cette vidéo d'abord comment la mentalité russe s'est construite à travers les siècles, autour de quoi et pourquoi. Nous verrons ensuite dans la deuxième partie les 7 clés qui sont importantes à maîtriser afin de préparer, surtout mener à bien les négociations avec les Russes. L'un des principes fondateurs des sciences politiques est de considérer que la géographie détermine le destin. De la même manière que le caractère insulaire de la Grande-Bretagne a poussé les Anglais à devenir une grande puissance maritime, de la même manière que le mythe de la American Frontier, c'est-à-dire la frontière américaine qui fut fondateur pour les États-Unis et a construit le caractère de toute une nation, la Russie telle que nous la connaissons fut également dessinée et forgée par sa géographie et ses spécificités environnementales. La première chose qui frappe quand on regarde ce pays, c'est bien évidemment son imposante taille, c'est-à-dire son étendue. Cette taille peut s'avérer une force dans certains cas, mais peut s'avérer aussi une faiblesse. Et l'une de ces faiblesses, c'est bien évidemment que le cœur de la Russie, c'est-à-dire le cœur civilisationnel de la Russie qui se trouve tout autour de Moscou, eh bien, n'est pas défendable. Il n'y a pour ainsi dire aucun obstacle naturel, aucune barrière naturelle, par exemple un désert, marécage ou montagne. Sinon, des forêts denses et bien évidemment son climat qui est rude et difficile avec des hivers longs qui peuvent en quelque sorte constituer une barrière naturelle étant donné la longévité de ces mois pluvieux et froids, voire même extrêmement froids, qui peuvent parfois dépasser la moitié d'une année. Pendant longtemps, la politique de la terre brûlée, c'était la seule façon pour la Russie de protéger son cœur historique, qui était une proie à de nombreuses invasions. Ces invasions, l'une après l'autre, ont profondément marqué la psychologie et la mentalité russe et son état d'esprit, et qui a rendu ce peuple obsédé de la sécurité et de la survie de l'État. L'un des moments fondateurs de la Russie fut la résistance d'Ougrad, dont vous voyez ici une célèbre peinture, pendant laquelle toutes les tribus de la région de l'ouest de la Russie se sont unies face au grand khan Ahmed Ben Küçük, le souverain de la grande horde turco-mongole, qui furent les maîtres incontestés de la région depuis plus de 2 siècles. Avant cet événement, toutes les principautés russes ont été soit vassales des Mongols ou leur payaient un tribut annuel pour pouvoir vivre dans une sécurité somme toute relative. Ces événements marquants s'accompagnaient d'une lutte acharnée pour leur indépendance face aussi à des ennemis occidentaux, qu'ils soient allemands, suédois, polonais ou chevaliers teutons. Comme il n'y avait aucun obstacle qui se dressait sur leur chemin, eh bien, les envahisseurs occidentaux ont profité pour faire leurs incursions. Pour compenser cette fragilité mortelle, c'est le premier et le célébrissime tsar de toutes les Russies, Ivan IV le Terrible, qui imagina une solution imparable et d'une efficacité à toute épreuve. En effet, en compensation de l'absence des barrières géographiques naturelles, il étendra le pays toujours vers l'est afin de constituer de très larges zones tampons. Sur ces zones tampons furent bâtis des forts à partir desquels les soldats russes pouvaient frapper l'envahisseur le long de leurs lignes d'approvisionnement, tout en les harcelant, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle en termes militaires une guerre d'usure.
En 1552, Ivan IV conquit le puissant Khana, c'est-à-dire empire turco-mongol des Tatars, avec sa capitale Kazagne, qui se prononce Kazan en français, et obtient ainsi un accès sur le fleuve de la Volga. Il s'agit d'un moment fondateur, puisque cette conquête fera de la Russie un véritable empire. Il lui ouvrit les voies des territoires du sud vers le Caucase, et la Russie ne perdra pas son temps à conquérir ces territoires du sud, avec la conquête d'autres Khana tatars et d'autres royaumes, avec leurs capitales, comme Samara, Saratov, Tsaratsu, qui est aujourd'hui devenu Volgograd, et bien évidemment Astrakhan, qui donne sur la mer Caspienne. Les opérations d'Ivan IV eurent un tel succès que le tsar commandera la construction de la magnifique cathédrale Saint-Basile, le Bienheureux de Moscou, siège du patriarcat d'orthodoxie de Moscou et de toutes les Russies, que nous connaissons tous, et qui est devenu le symbole non seulement de la ville de Moscou, mais aussi et surtout de toute la Russie. Les coupoles, pour la petite anecdote, qui sont si belles et si caractéristiques de cette magnifique cathédrale, représenteraient les turbans des chefs musulmans turco-mongols que Ivan IV a vaincus, et pour certains qui ont été décapités. Au-delà, et pendant plus de 2 siècles, la Russie sera en état quasi permanent de guerre contre des Polonais, les Suédois, les Teutons, les Ottomans et bien d'autres. Certaines de ces guerres, elle les a gagnées, d'autres lui ont presque coûté son existence. Il est important de noter que la plupart de ces guerres, donc après la victoire sur les Turco-Mongols à l'est, ont eu lieu sur des plaines européennes où aucune barrière naturelle n'existe pendant de très très longs kilomètres, 2 à 3 000 kilomètres. Cela signifie que en fait ces guerres ont été extrêmement coûteuses, et elles ont été particulièrement coûteuses en vie humaine, sans oublier que chaque guerre était donc décisive, puisque en cas d'une défaite possible, eh bien les Russes n'avaient nulle part où aller. C'est précisément ce problème qui poussera les différents souverains russes qui se sont succédés à construire de nouvelles villes à l'est. C'est ainsi que Pierre le Grand décida de prolonger la politique initiée par son ancêtre Ivan IV, en disant que la Russie devait s'étendre au maximum pour préserver ses zones tampons et permettre ainsi d'avoir une profondeur stratégique de repli en cas de conflit prolongé. En fait, c'est une façon de voir les choses qui peut se résumer d'une manière extrêmement simple. C'est soit conquérir, soit être conquis. Voilà, c'est précisément cette simplicité d'approche qui illustre à merveille le pragmatisme russe. Ce faisant, Pierre le Grand et ses successeurs ont donc mobilisé toute la société pour la conquête des territoires de l'Est, pour ainsi permettre ce qui était essentiel pour eux, c'est-à-dire la survie de l'État. Cette obsession de la survie de l'État peut expliquer le sens du patriotisme très aigu, ainsi que le caractère fortement centralisé de l'État russe, malgré son essence fédérale. Cette expansion trouvera sa fin une fois que la géographie montrera ses limites aux souverains de la Russie, c'est-à-dire qu'elle s'arrêtera face à de majestueuses barrières naturelles, c'est-à-dire ce qui manquait précisément à la Russie. Ces barrières naturelles sont par exemple les monts de l'Oural, la mer d'Okhotsk à l'est vers le Japon, les montagnes de l'Altaï, qui est une frontière aussi naturelle avec la Chine, les monts Sayan. Ces barrières ont permis de prémunir la Russie de toute invasion venant de l'Est. Ensuite, jouant des divisions existant en Asie centrale, l'expansion russe a atteint les barrières naturelles du sud, comme la vallée de Fergana, les montagnes du Tian Shan, le désert de Karakoum, ce qui protégeait la Russie des invasions venant du sud. La conquête de Grozny, aujourd'hui le centre administratif de la République de Tchétchénie qui fait partie de la Fédération de Russie, la conquête de la ville de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, et de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, fit tomber une autre barrière naturelle qu'est le Caucase,
et qui donnait un accès illimité à la Russie pour la mer Caspienne. Toutes ces conquêtes ont coûté extrêmement cher à ce pays, en budget, en vie humaine, en temps. C'est précisément ce qui a permis de bâtir l'endurance russe et qui fait partie intégrante du caractère de cette nation. Le caractère fortement centralisé de la Russie est essentiellement dû à la particularité multiethnique quasi unique de ce pays. En effet, les expansions successives ont incorporé des peuples très différents des uns des autres qui pouvaient constituer une menace à l'existence de l'État russe puisque manipulables par de grandes puissances étrangères. C'est ainsi que pour relever ce défi, la Russie a donc procédé à des politiques d'assimilation forcée et de déportation. Le fait que la population russe soit inégalement répartie sur son territoire et que des distances entre deux villes soient vraiment très très étendues a poussé l'État russe à adopter une attitude fortement centralisée. En effet, très souvent, pour aller d'une grande ville russe à une autre, il faut parcourir une distance aussi importante que l'on parcourt quand on part de Paris pour aller à Berlin. Ces villes sont souvent incapables d'autosuffisance, c'est donc ce qui a poussé Moscou à tout organiser à leur place. Cette réalité imposée par la géographie forge un État non seulement fortement centralisé, mais aussi très autoritaire, propice à laisser à sa tête des régimes autocratiques, ce qui n'est pas vraiment réceptif ni adapté à une économie de marché et au libéralisme économique, et encore moins au capitalisme. Mais pourquoi toutes ces explications, me diriez-vous? Et surtout que ça a à voir avec les négociations. Bien, de la même manière que la géographie et l'environnement ont bâti la Russie elle-même, mais au-delà le caractère russe également, il est à noter que le tempérament russe est également façonné par tout ceci et présente donc ces spécificités qu'il convient de connaître pour pouvoir réussir ces négociations avec les Russes. C'est ainsi que je vous propose de découvrir les 7 clés qu'on devrait impérativement maîtriser pour mener à bien ces négociations avec eux. En premier lieu, de la robustesse. La nature russe est robuste. Elle a donc forgé le caractère robuste des Russes. Pour pouvoir un minimum les appréhender, il faut montrer de la robustesse également. Cela passe par une poignée de main franche, tout en regardant dans les yeux, et d'un ton assuré lors des négociations. La démonstration du leadership, comme vous venez de voir, la Russie est un État fortement centralisé. Cela a été possible notamment grâce au leadership de ses souverains qui ont su mobiliser leur nation en leur indiquant quoi faire. Les Russes, de manière générale, sont sensibles à l'expression du leadership chez une personne ainsi qu'au charisme. Cela passe par une posture d'honnêteté, de force, parfois même de cool attitude. Plus concrètement, il est important de savoir, par exemple, camper sur cette position avec force, afin de montrer que vous pouvez tenir celle-ci et être même prêt à vous battre pour vos positions. Cela peut passer par des comportements probablement peu habituels pour des Européens, mais par exemple, c'est important d'aller en soirée. Bon, c'est peut-être pas forcément... en Europe, on a l'habitude de le faire aussi, mais c'est aussi visiter la dacha, manger pas mal de shashlik, ces fameuses brochettes de viande, montrer les photos de votre famille, épouse, époux, enfants. Il convient de se découvrir un minimum pour que, en fait, la personne qui est en face de vous on puisse voir quel genre de personne êtes-vous. Les Russes ont besoin de ceci pour construire leur confiance envers vous. L'établissement des contacts personnels, qui est le troisième point, est également important. C'est important d'établir ces contacts personnels avec les Russes qui croient plus en la confiance qu'au contraire. La confiance ne peut s'établir s'il n'y a pas une brisure de la glace et l'établissement d'une amitié personnelle entre les acteurs. Quatrième point, je dirais qu'il faut rester dans le présent. Les Russes n'aiment pas beaucoup l'abstrait et le futur leur paraît totalement abstrait.
et absolument pas concret. Ainsi, leur parler d'un futur trop lointain, eh bien, ne leur parlerait pas à eux, tout simplement. Il est donc impératif de rester dans le présent lors de vos négociations et de vous focaliser sur le futur proche, le futur immédiat et le futur proche. Connaître pour respecter. Comme nous l'avons vu dans la démonstration du début, la constitution de la Russie en tant qu'État et une nation s'est faite dans la douleur et sur de longs siècles. Ceci explique non seulement le caractère fortement centralisé de l'État russe, mais aussi et surtout l'importance de ce dernier pour la société russe, qui a aussi forgé le patriotisme de celui-ci, auquel beaucoup y sont encore très attachés. Ainsi, connaître quelques mots en langue russe, quelques dates clés, personnages historiques, culturels, ou avoir quelques notions de la culture russe seront toujours bien heureusement reçus par votre partenaire. Le sixième point, n'hésitez pas à confronter. Certainement, contrairement aux habitudes, somme toute méditerranéennes, les Russes sont habitués à la confrontation et même aux disputes à haute voix. Cela peut paraître étrange, peut-être même choquant, mais élever la voix et confronter son interlocuteur russe n'est pas forcément une mauvaise option. C'est en effet le contraire qui pose problème parce que l'esquive de la confrontation est toujours interprétée par un russe comme un aveu d'impuissance et comme nous l'avons déjà dit, la robustesse et la force sont plutôt très appréciées. Ainsi, après une crise, l'amitié avec un russe peut se renforcer et ne faiblit pas. Eh bien, le dernier et le septième point, c'est bien, le calme et la cool attitude, le contrôle de soi. En cas de conflit, il faut demeurer calme, maître de soi. Rester maître de soi va vous aider. Ce sont deux caractéristiques qui font qu'une magie peut s'opérer et que les problèmes, parfois même managériaux, se résolvent quasiment d'eux-mêmes. Et donc, ne pas hésiter à demeurer, à communiquer avec les Russes. Et de rester surtout calme pour les convaincre que c'est vous qui dirigez la barque et qui donc attestera de votre robustesse et de votre force. Eh bien, notre vidéo s'achève. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vous rappelle l'adresse de notre site internet pour toute information, naiju.com. Encore merci. Merci et j'espère à bientôt.